Bonjour, installez-vous confortablement pour la suite de l'histoire. N'oublie jamais de Grégory Charles. Bonne écoute. Deuxième partie, deux amoureux. Jusqu'ici, tu te fais peut-être une idée bien sévère de ta grand-maman. Voilà pourquoi je prends un moment pour te parler de sa vie amoureuse. Comme tu auras eu le temps, je l'espère, de côtoyer ton grand-père, tu sauras qu'il est particulièrement romantique et chevaleresque. Il aime chanter des chansons d'amour, écrire des mots d'amour, serrer ceux qui l'aiment dans ses bras, les écouter avec attention et leur sourire. Ta grand-maman, avant la maladie, était aussi comme ça. Moins que ton grand-père, mais quand même. Combien de fois j'ai surpris tes grands-parents en train de danser ou de chanter ensemble. Ils étaient beaux à voir. Ils se souriaient beaucoup et m'ont toujours semblé savoir quelque chose que les autres couples ne savaient pas. Un secret. Je leur ai souvent demandé de me raconter comment ils s'étaient rencontrés, comment ils avaient su que leur destin les unirait. Je voulais qu'ils partagent avec moi ce secret, question que je sache moi aussi le temps venu. Ils ne répondaient pas vraiment. La réponse était dans leurs pas de danse et leur harmonie matinale. Tes grands-parents n'étaient pas riches, ils n'ont jamais eu de voiture, pas de chalet, pas de meubles chers, pas de luxe. Ils économisaient leur argent pour offrir à ton papa des camps de musique ou de langue ou de sciences, des cours de musique ou même des instruments de musique, et pour s'offrir des voyages. Quand j'étais petit, tes grands-parents partaient 3 ou 4 fois par année. Ils étaient les seules personnes que je connaissais à avoir visité l'Union soviétique, la Chine, l'Inde, les pays d'Afrique et d'Amérique du Sud. C'est là, je crois, qu'ils étaient le plus amoureux, en voyage. Quand ta grand-maman quittait son rôle pédagogique, elle rajeunissait de 10 ans et elle redevenait espiègle et joueuse. J'ai souvent rencontré des gens qui avaient voyagé avec tes grands-parents. Ils me disaient toujours la même chose, ils sont vraiment fous. Ils s'aiment tellement et dansent tellement bien. Ta mère est une joueuse de tour hors pair. J'avais du mal à croire tout ça. Ta grand-maman, joueuse de tour? Mais c'est vrai. On oublie, Julia, que les soldats de la guerre ou de la vie sont aussi des hommes et des femmes. Dans le film Saving Private Ryan de Steven Spielberg, les subalternes du capitaine interprété par Tom Hanks passent des jours à se demander quelle peut bien être sa profession, tellement il est dévoué, autoritaire et sûr de lui. Ils sont plus tard surpris d'apprendre qu'il est enseignant à l'école primaire. Pour ta grand-mère, c'était son titre militaire, son rôle en temps de guerre. C'était sa mission. J'imagine qu'en voyage avec ton grand-papa, loin des plans stratégiques de réussite des devoirs et de conquête de bonnes notes, elle redevenait ce qu'elle était vraiment. Une femme amoureuse de la vie et de ton grand-papa. Je te le dis, Julia, parce que pour connaître son père ou sa mère, il faut essayer d'imaginer ce qu'ils étaient avant que l'on arrive et ce qu'ils sont encore quand on n'est pas là. Ta grand-maman, donc, était amoureuse de ton grand-papa et elle s'occupait de lui. Elle le soutenait dans toutes ses activités. Ce qui était important pour lui devenait important pour elle. Elle était fière de lui, le défendait quand la situation l'exigeait et l'estimait beaucoup. Et peu de choses m'ont paru plus belles, Julia, que de voir ta grand-maman se blottir dans les bras de ton grand-papa. Jamais une coalition, jamais un pacte d'union n'ont été mieux scellés. C'est cette femme-là que ton grand-papa a connue et aimée. C'est cette femme-là qui l'aime encore et qui l'accompagne, tous les jours, malgré la maladie. Ma mère me manque déjà beaucoup, et depuis plusieurs années. Mais pour ton grand-père, c'est sa meilleure amie et son amoureuse qui s'éclipse lentement. N'oublie jamais, tu peux mentir aux gens que tu aimes, mais ne mens jamais aux gens qui t'aiment. J'étais un garçon docile, je te l'ai déjà dit, Julia. Ça ne veut pas dire que j'étais facile. J'avais beaucoup d'énergie et n'aimais pas nécessairement rester assis ou sur place très longtemps. On dit que ta grand-mère avait du mal à me nourrir quand j'étais petit et devait souvent me courir après avec sa cuillère. J'ai toujours douté de cette histoire jusqu'à ce que tu arrives dans ma vie. Je sais maintenant combien il est difficile de nourrir un bébé qui a envie de se promener, d'explorer, de jouer, de partir à l'aventure. Je n'étais pas toujours facile, mais j'avais tendance à vouloir faire plaisir à ta grand-mère. Je l'avoue et ne trouve là rien de risible, de répréhensible ou de condamnable.
Est-il mal de vouloir faire plaisir à sa mère? J'avais envie qu'elle soit fière de moi et répondre à ses exigences semblait être la façon la plus sûre d'y arriver. Voilà pourquoi j'étais si déçue quand je n'y parvenais pas. Et crois-moi, Julia, j'ai vécu certaines catastrophes. Je sais que cette affirmation va te laisser sur ton appétit. Ça te fera des questions à me poser quand tu seras prête. Je vais quand même te raconter un épisode, l'année de mes 10 ans. Ta grand-mère, dans une conversation qui semblait assez anodine, m'avait affirmé que, selon elle, les gens intelligents mentent. C'est plus fort qu'eux. Il arrive inévitablement un moment où, en situation de crise et faisant face à un mur ou à un échec, les gens articulés et intelligents inventent quelque chose pour se sortir d'affaires. J'avais trouvé cette affirmation assez incongrue et m'étais demandé si c'était une trop intense écoute des soap-opéras d'après-midi à la télévision américaine. Des téléthéâtres diffusés quotidiennement et suivant l'histoire de personnages excessifs, victimes de malchance improbables et parfois même impossibles, et incapables de trouver le bonheur, qui avait inspiré une si cynique présomption. Je crois plutôt maintenant que ta grand-mère me préparait et avait l'intention de revenir sur cette affirmation au cours des mois suivants. She was playing the odds. Comme disent les Chinois. Elle préparait le terrain. L'année précédente, j'avais changé d'école. J'avais été recrutée par une école privée située sur les terrains de l'Oratoire Saint-Joseph, appelée l'École des petits chanteurs du Mont-Royal. Ce fut la plus extraordinaire expérience de mon enfance, Julia. Et elle n'aurait pas été possible n'eût été de mon appartenance à la chorale des Collins et des Collinettes de l'école Louis Collin. Nous étions 21 garçons dans ma classe de 5e année à cette nouvelle école. Nous étions supposément assez capables sur le plan scolaire pour nous permettre de passer 25 heures par semaine à la musique. Nous avions donc la chance de monter quelques-unes des plus belles œuvres du répertoire symphonique et du répertoire choral. Des symphonies, des messes, des motets, des oratorios. Nous jouions du piano, du violon et nous étudions dans une maison et non pas dans une école. L'école existe toujours et je te mentirais si je te disais que je n'espère pas que tu participes à ce genre de programme un jour. Ah oui, c'est une école pour garçons. Peu importe, Julia. Les choses auront peut-être changé quand tu auras l'âge d'y entrer. J'adorais cette nouvelle école. Seul bémol, elle se trouvait très loin de la maison. Il me fallait prendre un autobus, puis le métro, puis un autre autobus pour m'y rendre. 3 heures de transport par jour. Ta grand-mère trouvait que c'était beaucoup trop. Tes grands-parents ont donc résolu de vendre leur petite maison pour déménager dans un tout petit appartement à 30 minutes à pied de l'école. Tu t'imagines, Julia? Tes grands-parents ont vendu leur maison pour venir s'installer dans un tout petit appartement près de mon école pour me faciliter les choses. Tout, dès lors, était parfait. Super école à proximité, super amis, super musique, tout était super. Il restait en fait une seule autre ombre au tableau. J'avais été un peu malade au cours des derniers mois. 2 pneumonies m'avaient considérablement ralenti. J'avais la mauvaise habitude de m'évanouir un peu partout et un peu tout le temps. Ton grand-père avait passé quelques nuits à mon chevet, priant pour que le bon Dieu prenne ce qui m'affligeait et le lui donne à lui. Ta grand-mère, elle, plus pragmatique, était davantage concentrée à régler le problème de façon médicale. Le médecin lui avait dit que je ne mangeais pas assez de fruits, que mon problème était fort simple et que la nutrition était la clé de ma rédemption. Seulement, je n'aimais pas beaucoup les fruits. Je n'aimais pas beaucoup le sucre. Je ne mangeais pas de dessert, pas de bonbons, pas de popsicle, pas de gomme à mâcher. Je mangeais de la viande, des pâtes et des légumes. Pas de sucré et pas de fruits. Mais j'avais aimé, paraît-il, les bananes quand j'étais bébé. Ta grand-mère décida donc que j'allais manger une banane par jour. J'avais donc une banane dans ma boîte à lunch tous les jours. Le hic, c'est que je détestais les bananes. Je ne me souvenais pas, moi, d'avoir aimé les bananes étant bébé. Tout ce que je savais, c'était que ça me levait le cœur, les bananes. Je l'avais dit, me semble-t-il, à ta grand-mère, mais en vain. Je savais qu'il ne s'agissait pas d'un caprice de sa part. Elle avait une motivation bien réelle, bien médicale, bien scientifique. Elle était persuadée que ça aurait un effet positif sur ma santé. Tous les jours, j'arrivais à l'école avec ma banane,
me disant que j'allais la manger, voulant faire plaisir à ta grand-mère. Puis le repas se terminait et la banane restait intacte. J'ai commencé à chercher des façons d'échapper au supplice. Je ne pouvais pas la jeter parce que ce serait du gaspillage et parce que dans une si petite école et avec si peu de copains de classe, quelqu'un allait sûrement remarquer et bavasser. Tôt ou tard, ta grand-maman la prendrait. Je ne voulais pas lui mentir, mais je ne voulais pas non plus manger une banane par jour. Ce n'est pas que je ne savais pas mentir. J'avais déjà réussi à convaincre Nicolas Gauvreau que mon grand-oncle était le propriétaire de Walt Disney et qu'il m'avait laissé tout l'empire. Les jouets, les manèges et les films en héritage. Cela n'avait pas été facile, mais à force de détails et d'explications lyriques et exaltées, j'y étais parvenue. J'avais aussi convaincu Nicolas Voskovic, un géant qui mesurait plus de 6 pieds à 10 ans, que j'allais le rattraper sous peu, ma mère étant supposément une femme africaine plus grande que lui. Il avait bien hâte de la rencontrer, ta grand-mère, Julia. Le fait est qu'il l'avait déjà rencontrée, mais il croyait que c'était mon professeur de piano. C'est peut-être ce que j'avais laissé entendre. Je t'avoue qu'il n'était pas content de se savoir floué quand le subterfuge a été découvert. Je savais donc raconter des histoires, mais je ne souhaitais pas le faire avec ta grand-mère. Pudeur mêlée de crainte de l'enfer. Je ne sais plus. Pour une quelconque raison, j'ai pensé que je pouvais éviter tous les problèmes en entreposant les bananes quotidiennes dans le haut de ma case. Pas de trace, pas de risque d'être pris en flagrant délit, de disposer du fruit maudit. Je n'y pensais plus, jusqu'à ce que ta grand-mère vienne à l'école à l'automne pour la rencontre avec les professeurs. Tu vas voir le stress que ça provoque quand nos parents rencontrent nos professeurs. Ceux-ci n'avaient que de belles choses à dire à mon sujet. Il est important de savoir que nous avions un tout nouveau directeur musical. Il avait du mal à se faire aimer et à se faire accepter des élèves de l'école. C'est que le chef précédent avait été extraordinaire, passionné avec des cheveux comme Einstein et une poigne de fer. L'ancien directeur était un religieux de Sainte-Croix qui avait le cœur gros comme la lune. Or, ce frère de Sainte-Croix était tombé amoureux de notre surveillante de réfectoire. Tu ne le sais pas encore, Julia, mais ces histoires-là étaient rares. Un religieux ayant fait la promesse du célibat perpétuel, en plus des vœux de pauvreté et d'obéissance, qui tombe amoureux d'une laïque, Julia. Rare, rare, rare. Toujours est-il qu'il avait dû quitter sa communauté. Le verbe est plus violent encore que cela, Julia. Il avait dû défroquer, quitter l'ordre de Sainte-Croix pour se marier avec cette femme. En se mariant, il avait du coup renoncé à ses vœux de célibat et de pauvreté. Il avait cependant réaffirmé son vœu d'obéissance. L'important dans l'histoire, c'est qu'il avait quitté son poste et qu'un nouveau chef plus jeune, aussi dévoué, mais plus cérébral et peut-être un peu plus distant, prenait sa place. Comme je te le disais, il avait quelque mal à faire sa place, et les plus vieux choristes lui résistaient. Ta grand-mère, bien au courant de la situation, m'avait bien dit de faire tous les efforts pour faciliter son intégration. J'avais vécu un épisode d'ostracisme en arrivant à l'école primaire. Ta grand-mère était convaincue que si j'agissais en leader, que je lui tendais la main et que je montrais à tout le monde que je souhaitais chanter pour lui et le suivre à la guerre, les autres suivraient aussi. Je ne sais pas à quel point j'y suis pour quelque chose, mais le résultat net est qu'il s'est intégré, qu'il a été accepté et qu'il enseigne toujours, 35 ans plus tard, à cette école. Je l'ai suivi à la guerre, Julien. Je l'ai suivi partout, même à Laval. C'est à sa demande que j'ai accepté de diriger les chorales à Laval. Je ne voulais pas, mais il a insisté et je l'ai fait pendant plus de 20 ans. Donc, notre nouveau directeur musical, Gilbert Patnaud, que je ne connaissais que depuis 1 mois, a dit à ta grand-mère ce soir-là à l'école que j'exerçais un étonnant leadership auprès de mes camarades et que mon talent musical était remarquable. La soirée se déroulait bien jusqu'à ce que ta grand-mère se rende. J'oublie pourquoi d'ailleurs à ma case et y découvre une dangereuse culture apocalyptique de bananes en mutation. J'étais pris. Ta grand-mère n'était pas heureuse du tout. Les notes parfaites, les commentaires élogieux, tout venait d'être terni par la découverte d'un ridicule subterfuge, un subterfuge susceptible de devenir un cas critique de santé publique. Le trajet jusqu'à la maison avait été très silencieux, Julia. Je croyais que ta grand-mère allait m'aider à faire mes bagages pour la 2e fois, mais que cette fois, c'est elle qui me mettrait dehors.
Ton grand-père n'était guère plus ravi. Mais le pacte secret entre eux, celui qui faisait que c'était toujours ta grand-mère qui parlait en premier dans ses cas familiaux critiques, allait être respecté. J'aurais voulu que notre appartement soit à des heures de l'école pour repousser le moment du jugement dernier. Il me semblait que la route était bien courte ce soir-là. J'avais tellement peur d'avoir déçu ta grand-mère de façon irréversible. Je n'avais pas envie de voir la déception dans ses yeux. Je n'avais pas envie d'avoir tout ruiné pour une histoire de banane. Notre appartement était juste là, de l'autre côté de l'intersection. J'avais un creux dans le ventre. J'avais l'impression que j'allais peut-être m'évanouir, comme pendant mes pneumonies. Comme la vie semble basculer quand l'essentiel est menacé. Nous sommes entrés. Ton grand-père est allé se changer pendant que ta grand-mère m'invitait à m'asseoir au salon. Je croyais me faire rincer à ce moment précis. Je croyais recevoir des mots durs, des mots que je savais mériter. À la place, elle m'a dit ceci. Tu es un garçon intelligent, Gorry. Tu vas mentir, je te l'ai déjà dit. Je me souvenais effectivement de cette affirmation gratuite qui datait de quelque temps. N'oublie jamais, Gorry. Tu peux mentir aux gens que tu aimes, mais ne mens jamais aux gens qui t'aiment. Fin de la leçon. Le regret d'avoir trahi leur confiance était bien assez lourd. Ta grand-mère estimait n'avoir rien d'autre à dire pour que le message soit reçu. Pas de retour sur les bananes, pas de commentaires sur le risque pour la santé publique, pas un mot sur la rencontre avec les professeurs. Rien que 2 phrases. N'oublie jamais, tu peux mentir aux gens que tu aimes, mais ne mens jamais aux gens qui t'aiment. Où allait-elle chercher ces étonnantes maximes? J'ai médité sur ces mots pendant des années. J'ai essayé de les mettre en application. J'ai failli à cette tâche par moments, Julia. Souvent même. Je l'ai toujours regretté, amèrement. Ces mots-là étaient bien trop riches de sens pour être saisis dans toute leur complexité par un garçon de 10 ans. Mais encore une fois, Julia, ta grand-mère avait confiance que j'allais comprendre en partie et qu'un jour, je comprendrais la totalité du message. Le regret d'avoir trahi la confiance de tes grands-parents était bien assez lourd. Ta grand-mère estimait n'avoir rien d'autre à dire pour que le message soit reçu. Je n'ai plus mangé de bananes par la suite, mais j'ai fait davantage attention à mon alimentation et le fait de chanter tous les jours, une activité qui est très physique, m'a permis d'améliorer ma santé. J'ai passé des décennies à essayer de comprendre le message de ta grand-mère. Pourquoi peut-on, selon-elle, mentir à ceux qu'on aime? D'où vient cette exception à l'une des règles les plus strictes du décalogue, Julia? Tu sais, le décalogue, les 10 commandements de l'Ancien Testament. Parce que c'est souvent par amour qu'on leur ment, en leur disant des choses qu'ils ont besoin d'entendre, en prétendant être satisfaits du rapport qu'ils entretiennent avec nous, allant même jusqu'à camoufler l'amour qu'on leur porte. On ment parce qu'on se sent assez courageux et assez solide pour accepter, en silence et parfois dans la douleur, les conséquences de notre superfuge. Mais mentir à ceux qui nous aiment alors qu'on les aime moins ou qu'on ne les aime pas, par exemple, c'est ne pas comprendre leur amour. C'est se moquer de leur amour. C'est le gaspiller et le jeter au vent. C'est nier cet amour, c'est lâche. Je regrette chaque occasion où j'ai enfreint cette disposition du code de ta grand-mère. Elle avait raison. Si elle avait pu, elle t'aurait sans doute répété cette maxime. Tu te serais confié à elle, tu lui aurais parlé de ta relation avec nous, tes parents. Tu lui aurais parlé des premiers garçons qui te plairont. Elle t'aurait pas jugé. Elle t'aurait écouté et t'aurait dit la même chose qu'à moi, je crois. À ceux qui nous aiment, on doit la vérité, même quand elle nous tue. PS, ta grand-mère a reçu son premier diagnostic d'Alzheimer à 64 ans. Quand elle a commencé à perdre la mémoire, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle ne parvenait plus à retenir ce qu'elle lisait. Elle relisait et relisait encore les articles de sa presse du matin, sans rien retenir. Elle ne comprenait plus les définitions des mots croisés. Elle ne parvenait plus à faire des calculs simples, elle qui avait été la comptable de ton papa pendant des années. J'ai longtemps résisté à ce verdict, Julia. J'ai refusé de croire que la femme que j'admirais et que j'aimais commençait à perdre la mémoire, à perdre sa tête. Je m'asseyais avec elle et tentais de combattre les effets de cette terrible et invincible maladie. Je me disais que ça allait passer. Je me disais qu'elle allait retrouver toute sa mémoire et tout son intellect. Un jour, ta grand-mère m'a demandé ce qui lui arrivait. Elle voulait savoir pourquoi elle oubliait, pourquoi tout était confus et pourquoi les gens, les amis, semblaient ne plus s'adresser à elle
mais davantage à nous. J'ai eu envie de lui mentir, de lui dire que c'était passager. Je me suis ravisée et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que c'est la maladie qui lui arrachait progressivement sa mémoire et sa capacité de comprendre les mots, de comprendre les conversations, de comprendre même ce qui lui arrivait. Elle a pleuré, beaucoup, et moi aussi. Plus récemment, elle m'a demandé pourquoi tout cela lui arrivait à elle. Je ne connais pas la réponse à cette question, Julia. Si je la connaissais, je la lui dirais. Parce que je te le répète, Julia, on ne peut pas mentir à ceux qui nous aiment. T'assais. Ta grand-mère aurait sans doute voulu que tu écoutes Les mensonges d'un père à son fils de Serge Reggiani. Elle t'aurait aussi suggéré A Blossom Fell et Perfidia, chanté par Nat King Cole. Mais plus que tout, elle t'aurait fait découvrir l'opéra Carmen de Bizet. Carmen est une mangeuse d'hommes. Elle séduit Don José qui quitte Micaela pour elle. Elle le pousse à se trahir, à trahir la loi qu'il a juré de protéger en faisant un bandit pour le tromper, à la fin, au nom de la liberté, avec un toréador. À vrai dire, elle ne lui ment jamais. Elle omet de lui dire explicitement la vérité. Comme tous les opéras, les tragédies de Shakespeare et les commissions d'enquête, Julia, ça finit plutôt mal pour tout le monde. Une survivante. Je te parle de ta grand-maman comme si c'était fini. Ce n'est pas fini. Ta grand-mère est une survivante et l'héritière d'une race de survivants. Elle est née en 1938 dans un petit village francophone du centre du Québec où les hivers étaient longs et difficiles. J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un village francophone parce que c'est une histoire improbable. Parce qu'une centaine d'années avant sa naissance, on pensait encore que les francophones d'Amérique allaient disparaître. Les Britanniques venaient d'étouffer, en 1837, une révolte populaire et Lord Durham, le nouveau gouverneur en chef de l'Amérique du Nord, proposait et suggérait avec conviction, en 1840, l'assimilation des Canadiens français. Ce n'est pas arrivé. Ils ont survécu. Pauvres, retranchés dans des campagnes, exclus de la vie publique et des institutions officielles, les Canadiens français se sont retirés dans des villages avec pour armes leurs mains, leurs herses, leur foi, leur catéchisme, leurs violons et leurs chansons. Voilà une odyssée extraordinaire que celle de tes ancêtres d'ici. Les gens de ton pays, Julia, c'est plus que de simples gens de parole et de causerie. Ce sont des gens d'action et de courage. Ils ont eu des idées, des rêves, de la détermination, ils ont fait des sacrifices. Et plus que toute autre chose, ils ont fait des enfants. Un jour, Julia, je te raconterai comment l'Église catholique a contribué à la survie des francophones du Canada, finissant par les étouffer et ralentir leur croissance. Un jour, je te raconterai comment, un peu comme pour les communautés juives en perpétuelle diaspora, le catholicisme des Canadiens français leur a permis de se retrouver, de s'organiser, de se donner une identité et de survivre. Un jour, Julia, je te parlerai de la conquête de la Nouvelle-France par les Redcoats anglais. Les Redcoats anglais. Je te raconterai l'histoire des plaines d'Abraham de Montcalm et de son vis-à-vis anglais. Je te décrirai et te chanterai l'épopée des Français d'Amérique, increvables battants qui, contre toutes nos attentes, ont survécu et prospéré. Il faudra que tu écoutes, Julia, et que tu te souviennes. Il faudrait que tu te souviennes, par exemple, que ton arrière-grand-père, Maurice, était le 17e de 17 enfants. 17, Julia. 17 bouches à nourrir, 17 petits corps à habiller et emmitoufler pour survivre au dur hiver de l'époque. 17 enfants baptisés, confirmés dans l'Église catholique, éduqués dans des écoles tenues par des communautés religieuses, soignés dans des hôpitaux construits par ces mêmes communautés, mariés à l'Église du village, participant au défilé du Très Saint-Sacrement, chantant à la messe de minuit et ultimement enterrés dans le cimetière voisin de l'église. Toutes les étapes de la vie se vivaient à l'église, Julia. Toutes les joies y étaient associées, toutes les peines aussi, et tous les espoirs et les rêves y étaient murmurés à genoux et en secret.
Tu es le résultat d'une histoire génétique si improbable, Julia. Ton grand-père maternel est savoyard et ses ancêtres sont venus s'établir dans un petit coin reculé du Manitoba, dans l'Ouest canadien. Dans cette province du Canada, très majoritairement anglophone, les Canadiens français ont tout de même survécu. On y retrouve encore aujourd'hui des francophones amoureux de leur langue, courageux et généreux, protégeant et défendant leurs institutions avec une détermination exemplaire. Tes arrière-grands-parents paternels sont aussi des survivants, Julia. Ils n'ont pas seulement eu à se déminer pour leur culture et leur survie, mais ils ont aussi eu à se battre pour leur liberté. J'espère un jour te faire visiter l'île de Gorée au Sénégal, d'où leurs grands-parents, tes aïeux, ont été embarqués pieds et poings liés sur de grands bateaux destinés à mener de très dures vies d'esclaves dans le Nouveau Monde. Je sais que, comme moi, tu te sentiras investi d'une force immense quand tu comprendras ce qu'ils ont eu à endurer comme souffrance et comme humiliation. Ta grand-mère s'est battue, elle se bat, et si la maladie semble avoir emporté sa foi, du moins de l'extérieur, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, là où nous ne parvenons plus à la rejoindre, la flamme de sa foi ne brûle plus. Je n'en sais rien. Je t'avoue, Julia, que je me pose la question et je ne trouve pas de réponse. Peut-être que ta grand-mère se demande pourquoi cette maladie horrible la frappe, elle. Peut-être qu'elle est en conversation avec Dieu et qu'elle lui reproche de l'avoir oublié, de l'avoir abandonné, de ne pas lui avoir réservé un sort qui concorde avec la vie exemplaire qu'elle a menée. Peut-être qu'elle rage à l'intérieur et lui en veut. Ou peut-être qu'elle est en paix avec lui, Julia. Peut-être qu'elle accepte cette épreuve comme elle a accepté toutes les autres responsabilités qui lui ont été confiées dans la vie. Peut-être qu'elle prie quand elle marche et tourne en rond, quand elle regarde les photos de toi, Julia, ou qu'elle chante. Peut-être que cette maladie qui fait tout oublier lui a laissé deux forces vives, immuables et inexpugnables, sa foi et sa musique. Je ne sais pas. Ce que je sais cependant, c'est que la foi de ta grand-mère était une foi d'ouverture et d'acceptation. Sa foi ne lui donnait pas le droit de juger. Sa foi ne lui permettait pas de mépriser ou de discriminer. Sa foi ne lui permettait pas de haïr. Sa foi faisait aimer. Sa foi la faisait donner. Ta grand-mère croyait Julia parce qu'elle était convaincue que sa foi était la pierre angulaire de son schème de valeurs. Sa foi était son code de conduite. Ses réflexes et ses instincts passaient nécessairement par le filtre de cette foi, les miens aussi. N'oublie jamais, il n'y a que 3 rôles à jouer dans la vie. Tes grands-parents et moi revenions de la messe un dimanche d'automne de 1977. Nous allions à la messe à toutes les fins de semaine, Julia. Tes grands-parents étaient tous les deux décédés et nous ne passions plus nos fins de semaine à Saint-Germain-de-Grande-Tame. Chaque dimanche, nous nous rendions à l'église, Saint-Paul-de-la-Croix dans Huntsic. Une église assez nouvelle à l'époque. Elle datait des années 50 ou 60. Le nom est gravé dans ma mémoire parce qu'il a fait partie de toute ma vie. Je jouais au baseball l'été avec les loisirs Saint-Paul-de-la-Croix. J'allais voir des films de Tintin et d'Astérix et souvent des films historiques dans le sous-sol de cette même église Saint-Paul-de-la-Croix. Ce dimanche matin n'était pas très différent des autres dimanches matins. L'église était pleine. Les fidèles participaient beaucoup. Les prières étaient lues ou dites à voix forte. On chantait fort et beaucoup. Rassemblés en un même corps, entourez la table du Seigneur. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. J'aimais beaucoup ces chansons. Je chantais avec les petits chanteurs du Mont-Royal, mais j'étais trop jeune pour prendre part aux messes du dimanche matin à l'oratoire. Je me reprenais en chantant de tout mon cœur à l'église de notre quartier. Et je n'étais pas le seul. Un moment incontournable de la messe, Julia, c'était l'homélie. Quand on avait de la chance, le prédicateur avait quelque chose d'édifiant et de lumineux à raconter en rapport ou non avec l'évangile de la semaine. C'était parfois plus douloureux. Certains prêtres étaient moins intéressants. Je parle des prêtres au pluriel parce qu'à l'époque, ils étaient nombreux dans chaque église. Aujourd'hui, il est difficile d'en trouver un pour servir toute une région et les choses ne s'améliorent pas. Toujours est-il que ce matin, nous étions plutôt malchanceux. L'Évangile, pourtant, était d'intérêt. C'est un marguillier, un paroissien impliqué dans l'administration de la paroisse,
qui avait lu un extrait de l'Évangile selon saint Marc. Je te le résume tel qu'il est gravé dans ma mémoire. 4 hommes conduisent un paraplégique à Jésus, qui vient tout juste de revenir dans la ville. Il prêche dans la cour intérieure d'une maison où une foule immense bloque l'entrée. Les 4 hommes montent sur le toit et à l'aide de cordes descendent le corps du paraplégique sur son grabat. Jésus s'avance immédiatement vers lui et lui dit « Tes péchés te sont remis ». Tout de suite, les pharisiens se mettent à murmurer que c'est un blasphème. Jésus, bien conscient de ce que lui reprochent ces scribes de la loi, s'approche à nouveau du paraplégique et lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». C'est exactement ce que l'homme a fait. Assez simple comme histoire, Julia. Le célébrant de ce dimanche aurait probablement pu extrapoler bien des choses à partir de ce texte, mais il s'était contenté de relire l'extrait avec un ton plus nasillard et plus théâtral. Ta grand-mère n'était pas très patiente quand une telle chose se produisait. Elle cherchait un sens à tout. Quand j'étais avec elle, c'était pire. Elle voulait que chaque parole, que chaque geste, que chaque événement ait une valeur pédagogique pour moi. En l'absence d'un membre du sacerdoce compétent, elle allait devoir le faire elle-même. Mais cela devrait attendre la fin de la messe, le supplice de l'insignifiante prédication terminée. La messe s'était poursuivie. Tes grands-parents me prenaient toujours la main quand venait le temps du Notre Père. Et ta grand-mère refusait de le dire à voix haute, à la vitesse de l'assemblée. Elle trouvait que cela méritait d'être médité et dit lentement, pour que chaque parole trouve son sens. Elle était différente, ta grand-mère. Le moment le plus important de la célébration liturgique allait bientôt avoir lieu. Non pas la communion. Pour ta grand-mère, le moment le plus important, c'était la bénédiction. Elle y voyait un geste très familial qui ressemblait aux adieux que nous faisait son père, ton arrière-grand-père, chaque fin de semaine, juste avant que nous quittions sa maison. Pour elle, ça voulait dire « Faites de votre mieux cette semaine. Et si vous avez besoin d'aide, vous savez où me trouver. » Elle était différente, ta grand-mère. Elle l'est toujours. En revenant de l'église, marchant entre tes grands-parents, je sentais que ta grand-mère avait quelque chose à dire. Elle m'a posé une question qui allait enclencher une conversation, un échange qui allait changer ma vie. Gori, qui est le héros de l'Évangile d'aujourd'hui? Question assez simple, me semble-t-il. Après tout, le personnage principal des Évangiles est aussi celui qui sépare toute l'histoire de l'humanité avant lui et après lui. En plus, il accomplit des miracles, marche sur les eaux, guérit les malades et va jusqu'à ressusciter des morts. Choix facile. Jésus, dis-je en réponse à cette question facile. Tu penses vraiment? Pourtant, il n'a rien fait d'héroïque. Dans cette histoire. Tout ce qu'il a fait, c'est de guérir un paraplégique. C'est ce qu'il fait chaque semaine. Faire des miracles, c'est son emploi. C'est un thaumaturge, je me souviens du mot, Julia. Je ne vois pas en quoi c'est héroïque. Je ne comprenais pas trop où ta grand-mère voulait en venir avec tout ça. Jésus était un héros, me semblait-il. C'était indéniable. Je revoyais dans ma tête les scènes de la Passion et la présence du Christ sur la croix, symbole omniprésent dans nos vies. Les croix étaient sur les murs des écoles, sur mon chandail de baseball, sur le Mont-Royal. Même l'édifice de la place Ville-Marie, au centre-ville de Montréal, était construit en forme de croix. Jésus, me semblait-il, était non seulement un héros, c'était l'ultime héros. J'avoue cependant que dans cette histoire, son rôle était quand même assez subtil. Quelques paroles et voilà, le paraplégique repartait réparé. Je m'aventurais donc à offrir une autre réponse à ta grand-mère. Le paraplégique, ai-je répondu, présumant que la vie de paraplégique n'avait pas dû être facile et qu'il faut sans doute du courage pour affronter la vie quand on est malade ou handicapé, surtout dans le contexte du début du premier millénaire qui, dans ma tête, devait être assez difficile pour les malades et les démunis. Voyons donc, Gori. Une minute, il est paraplégique, l'autre minute, il ne l'est plus. Il repart avec son grabat. Qu'est-ce qu'il y a d'héroïque dans ça? Wow! J'étais 0 en 2, Julia. Rare. J'avais l'habitude d'être bien meilleure. J'étais habituée au jeu questionnaire, Julia. Ta grand-mère n'arrêtait jamais de poser des questions. À la maison, elle avait l'habitude de mettre des informations sur la porte du réfrigérateur. Des choses sans importance, les données et statistiques au sujet de pays africains ou asiatiques qu'elle avait ou allait visiter. Elle m'envoyait vérifier dans la cuisine quels étaient les explorateurs principaux du Mali
ou les principales villes d'Égypte, se disant sans doute qu'en lui relayant ces informations, ces dernières allaient rester gravées dans ma mémoire. Dans le métro, ta grand-mère me faisait décliner les chiffres d'identification au-dessus des portes des wagons en français, en anglais, en espagnol, en italien, en allemand. Elle me demandait de raconter l'histoire découlant du nom de chaque station de métro. Qui était Peel et McGill? Qu'est-ce que c'était que le champ de Mars? Quelle planète trouvait-on au-delà de Mars? Quand et qu'est-ce qu'étaient les îles de Mars? Qui était mort à cette date? Qu'avait dit Jules César en traversant le Rubicon? On jouera à ce jeu, toi et moi, un jour. Bref, j'étais habituée au jeu questionnaire de ta grand-mère. Mais ce dimanche matin, j'avais déjà 2 prises contre moi et je ne trouvais pas la réponse qu'elle cherchait. Je savais que les pharisiens ne pouvaient pas être les héros de cette histoire. Ils n'étaient jamais les héros. Ils étaient obtus, rétrogrades, amers et méchants. Le Tea Party du judaïsme de l'époque. Ils en auraient eu contre Jésus, peu importe quel miracle et quelle merveille il aurait accompli. Pas les pharisiens donc. Je n'avais plus de personnage. J'avais fait le tour. Je ne savais pas à quoi répondre. Ton grand-père était amusé. Il semblait savoir quelque chose que j'ignorais, et on aurait dit qu'il avait hâte de voir comment sa femme allait transformer tout cela en une expérience pédagogique positive pour son fils. Les 4 hommes, Gori. Les 4 hommes. Ce sont eux les héros de cette histoire. On ne connaît pas leur nom, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas non plus ce qu'il adviendra d'eux. On sait cependant que sans eux, cette histoire ne tient plus. Je les revoyais à présent dans ma tête, monter sur le toit, défaire une partie de la toiture pour pouvoir descendre le grabat de celui qui allait être miraculé. Je les voyais à présent, silencieux, ayant apporté leur contribution, attendant de voir si celui qu'on appelait le Fils de l'homme allait accomplir le miracle attendu. Je les voyais maintenant. Ils étaient en couleur, subitement, dans le film que je me faisais de ce chapitre de l'Évangile. Comment avais-je pu les oublier? Ta grand-mère me servit alors une de ses plus belles leçons de vie, et je vais essayer de te la transmettre le plus fidèlement possible. N'oublie jamais, Gori, me dit-elle. Il n'y a que 3 rôles à jouer dans la vie. Peu importe la situation, peu importe le temps ou le lieu. Parfois dans la vie, tu seras celui qui a la solution à un problème. Tu seras celui qui peut guérir, soigner, réparer, corriger, changer quelque chose. Comme Jésus dans notre histoire. Tu es un garçon intelligent et talentueux. Tu seras probablement assez souvent celui qui peut jouer un tel rôle. Parfois, tu seras celui qui a besoin d'aide, qui sera malade, qui souffrira ou qui aura mal. Tu devras avoir la grandeur d'âme d'accepter la situation et d'accepter le remède pour être mieux. Mais parfois, Gori, tu devras être celui dont on ne parle pas à la fin de l'histoire, celui qui ne reçoit pas d'applaudissements. Tu devras humblement être l'intermédiaire entre ceux qui ont besoin et ceux qui peuvent les aider. Ce sera difficile pour toi. Ce ne sera pas naturel. Tu aimes bien être le centre d'attention. Ton grand-père Julien m'appelait Superstar quand j'étais petit. Fais un effort et pour chaque circonstance, identifie quel doit être ton rôle. Et si c'est le rôle d'intermédiaire, mets-y tout ton cœur. Je sais, Julia, depuis ce dimanche matin d'octobre, c'est cette leçon de vie de ta grand-mère qui m'a poussée à travailler avec les jeunes au cours des 25 dernières années, à enseigner aux décrocheurs, à diriger des chorales, à faire des camps de musique ou de sciences. Chaque fois que je m'implique auprès d'une fondation ou d'un organisme, tentant tant bien que mal d'amasser des fonds ou d'offrir des services, je repense à ce matin-là et à la sagesse de ta grand-mère. Le pire, Julia, c'est qu'en agissant ainsi, je reçois quand même des applaudissements et des accolades. Je me rends compte que ta grand-mère a joué le rôle de ces 4 hommes plus d'une fois dans ma vie. Comme eux, elle a cru si fort à chaque instant, à chaque carrefour, que cette foi m'a transportée, m'a conduit là où je devais être, là où quelqu'un m'aiderait à faire un autre petit bout de chemin, jusqu'à ce que je marche, que je cours, que je vole. Comme j'aurais aimé que tu entendes ces histoires, ces perles de sagesse de sa bouche. Comme j'aurais aimé que ce soit ta main qu'elle tienne en revenant de l'église et que ce soit sa voix qui te guide, t'éclaire, te fasse réfléchir et te rende meilleur. À la place, me voilà résignée, mais bien décidée à jouer le rôle d'humble intermédiaire entre son amour et sa sagesse et toi, Julia. T'assais.
Je ne sais pas ce que ta grand-mère t'aurait fait découvrir comme musique en rapport avec cette leçon de vie. Probablement voir un ami pleurer de Jacques Brel. Moi, je te ferai écouter le Ubi Caritas de Maurice Duruflé et la chanson People chantée par Barbara Streisand qui parle des gens qui ont besoin des autres. N'oublie jamais l'équipe de succès. N'oublie jamais, disait ta grand-mère, la seule chose plus importante que le succès dans la vie, c'est l'équipe de succès. J'avais 10 ans quand ta grand-mère m'a dit ça la première fois. Il m'aura fallu des années pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Ta grand-mère accordait beaucoup d'importance au succès. Il fallait réussir ce que l'on entreprenait. Il fallait réussir parce que, selon elle, c'est le succès qui rend heureux. Ce n'était pourtant pas le mot d'ordre à l'époque. On parlait plus de participation que de succès. On parlait de faire son possible. On suggérait de profiter de la vie et de ne pas trop s'en faire avec le reste. Peut-être que c'était le fait d'avoir été à Montréal, les hôtes des Jeux olympiques en 1976, et de n'avoir gagné aucune médaille. d'or, de n'avoir récolté qu'une seule médaille d'argent, qui encourageait notre population à vénérer les participations. Peut-être que c'était le résultat des théories du Dr Spock, un célèbre spécialiste du développement des enfants de l'époque, qui ne cessait de claironner qu'il fallait laisser faire les enfants et ne pas trop les embêter. Peut-être que c'était les histoires d'excès de travail entourant les prodiges comme Nadia Comaneci, une athlète olympique de 14 ans, reine des Jeux de Montréal, dirigée par des parents et des entraîneurs abusifs. Peut-être que c'était Les vrais perdants, un documentaire de l'époque qui dépeignait la vie des jeunes musiciens ou des jeunes joueurs d'échecs comme étant pénible et abusive. Je ne sais pas exactement ce qui expliquait la philosophie de l'époque, mais de façon générale, le succès, le vrai, n'était plus à la mode, sauf pour ta grand-mère. Réussir donc et se dépêcher pour y arriver. Il n'était pas reposante, ta grand-mère. Je ne suis pas certain d'avoir catalysé son niveau de patience non plus. Il paraît que comme bébé, je ne dormais pas, que j'étais très actif. À l'école, quand j'étais petit, on nous demandait souvent quels étaient nos rêves. C'était mignon de nous demander ça. Quel est ton rêve dans la vie, toi? Plusieurs répondaient qu'ils rêvaient de devenir vétérinaire. D'autres jeunes passionnés de L'Homme de 6 millions, une populaire émission de télévision qui présentait les exploits d'un astronaute qui, après l'écrasement de son astronef, avait été reconstruit et était conséquemment plus rapide et plus fort que tous les hommes, rêvait d'être astronaute. On nous demandait de rédiger des travaux sur nos rêves, de les expliquer, de les décrire. Cela excédait ta grand-mère. Elle me disait souvent qu'on ne doit pas prendre trop de temps pour rêver et qu'il faut plutôt agir. La vie, ce n'est pas comme la nuit, disait-elle. Ce qu'elle voulait dire, c'est que souvent, pendant notre sommeil, on rêve. En fait, on refait le même très court rêve encore et encore. Ça ne risquait pas de m'arriver souvent car je dormais très peu. Un spécialiste du sommeil que ma mère avait consulté lui avait expliqué que j'avais un très court cycle de REM pour Rapid Eye Movement. Bref, il lui avait dit que je ne rêvais pas longtemps. Il ne lui en fallait pas plus pour se servir de cette observation à des fins pédagogiques. Tu peux rêver quelques secondes, Laurie, mais tu dois transformer tes rêves en projets le plus rapidement possible. Puis tu dois y travailler et les accomplir. Les réussir. Pour les réussir, il te faut une équipe. Ton père et moi faisons partie de cette équipe, que tu le veuilles ou non. Le reste de l'équipe, c'est à toi de la choisir. S'il y a des professeurs qui te semblent importants dans ton parcours, dis-leur. Va les chercher et les recruter. Ce n'est pas à eux de te courir après, c'est à toi de le faire. Et puis, pour ce qui est de tes amis, sois bien certain de choisir des gens qui croient en toi et qui croient à tes objectifs. Sinon, ils te nuiront plus qu'ils ne t'aideront. Wow! C'était beaucoup d'informations à digérer pour un petit garçon de 10 ans. Surtout, Julia, que le concept collectif n'était pas si développé à la maison. Pas de frères ou de sœurs, pas beaucoup de cousins, de tantes ou d'oncles. Ta grand-mère et moi, avec l'appui total de ton grand-père qui travaillait très fort, étions plutôt un triumvirat, un groupe tactique plus qu'une équipe.
Et puis ta grand-mère m'avait donné des signaux contradictoires l'année précédente à l'école. Les responsables de l'établissement que je fréquentais avaient mis sur pied un programme d'enseignement par équipe. On ne travaillait plus avec un professeur qui donnait un cours magistral, mais plutôt avec un cahier d'exercices que nous devions suivre en groupe de 4. J'étais passée à travers le cahier de l'année dans les 3 premiers jours. Ta grand-mère avait alors décidé de débarquer à l'école pour s'entretenir avec mon professeur pour lui dire sa façon de penser. « Êtes-vous en sabbatique? » a-t-elle demandé à la professeure de 3e année. « Non, madame, pas du tout. Simplement, nous expérimentons un nouveau programme cette année. » Votre expérience porte sur les enfants ou sur le programme? C'est une nouvelle façon de faire qui est de plus en plus populaire, Madame Charles. Oups! Si elle pensait que de dire le mot populaire dans le milieu de tout cela allait convaincre ta grand-mère, elle ne savait pas avec qui elle discutait. Mon fils a fini le cahier hier soir. Qu'est-ce que votre expérience de laboratoire propose de faire dans ce cas-là? Madame Charles, c'est justement pour cela que le programme est si intéressant. Votre fils, qui est clairement doué et plus rapide que plusieurs autres enfants, peut approfondir la matière en l'enseignant à ses camarades. J'avoue que ça me semblait à moi assez généreux, assez chrétien comme façon de faire. Et ça ressemblait à une chose que ton arrière-grand-mère paternelle disait souvent. If you can walk, run. If you know, teach. Si tu es capable de marcher, cours. Si tu sais quelque chose, enseigne-le aux autres. Ta grand-mère ne l'entendait pas ainsi. Mon fils a beaucoup appris au cours de ces 2 premières années ici. Votre nouveau système d'enseignement à l'essai me donne l'impression qu'il n'apprendra pas grand-chose cette année. C'est bien beau votre expérience, mais je n'envoie pas mon fils à l'école pour qu'il puisse enseigner aux autres. Je l'envoie à l'école pour qu'il puisse apprendre. Je suis restée à la maison avec ta grand-mère presque toute l'année. J'ai appris beaucoup et vite. Toujours est-il que cette décision ne me donnait pas l'impression qu'elle était très entichée du concept du travail en équipe. Elle voulait un seul enfant, elle était clairement maître à bord et voilà qu'elle ne voulait pas que je participe à l'expérience collective. Peut-être qu'elle avait d'autres priorités, peut-être qu'elle se disait que ce nouveau système, aussi généreux soit-il, risquait de ralentir considérablement mon rythme. C'est vrai cependant qu'elle encourageait ma participation à des équipes de sport. Toutes les équipes de sport. Vrai que je faisais partie d'une chorale, l'activité citoyenne et collective par excellence. Je faisais aussi partie des 4H, un groupe de découvertes scientifiques. Ta grand-mère m'avait même envoyé une journée chez les Cubs des scouts anglophones. Ça n'avait pas marché. J'imagine que je n'étais pas assez serein et contemplatif pour ce genre d'activité, mais surtout pas assez adroit et assez patient pour espionner le vent, converser avec des brins d'herbe et peinturer des couleuvres. Alors, après tout ça, d'entendre ta grand-mère dire que l'équipe de succès était plus importante que le succès lui-même, c'était surprenant et déroutant. Elle avait cependant une explication, et c'était là que cette leçon s'avérait si importante. N'oublie jamais, Gory, les seules personnes qui vont applaudir quand tu vas réussir, ce sont celles qui ont participé ou qui ont l'impression d'avoir participé à ton succès. Il aura fallu que je la déguste longtemps, celle-là, pour la comprendre. Dans les médias, ce que j'avais compris, c'est qu'il me fallait aller chercher de l'expertise chez des professeurs pour m'aider à réussir mes projets de classe, mes projets de musique ou de scène. Je suis devenue un élève exigeant. Je posais des questions après les cours. J'avais besoin de précision sur certaines choses. J'avais besoin d'exposer à mes professeurs des projets sur lesquels je travaillais pour connaître leur point de vue et profiter de leurs connaissances. Tes grands-parents ont participé à ce travail de conscription de mes meilleurs professeurs en les invitant à la maison, en organisant des fêtes le samedi soir. Ton grand-père préparait des mets entiers. C'était super épicé. Tout le monde s'étouffait et se ruait sur la carafe d'eau pour survivre. Ça parlait, ça discutait de plein de choses, mais aussi de mes projets. Plusieurs de ces professeurs sont devenus des amis. Quelques-uns le sont encore aujourd'hui, 30 ans plus tard. Ta grand-mère avait aussi insisté pour que je fasse un choix éclairé d'amis qui feraient partie de mon équipe de succès. Il ne fallait pas prendre n'importe qui. Le choix d'amis ne devenait plus une affaire de popularité à l'école ou de cercle naturel de connaissances. Ça devenait une question de communauté d'esprit, de connivence et de champ d'intérêt commun. Pas bête cette idée de ta grand-mère. Pas beaucoup de léthargiques, donc, parmi mes amis d'enfance et de jeunesse. Des jeunes actifs, curieux, intéressés, sensibles aux arts et à la musique, affichant des caractères solides et avec des projets à eux.
parce qu'il va de soi que si tu recrutes des gens pour faire partie de ton équipe de succès, il faut accepter de faire partie de la leur. C'est juste et cohérent, et il faut les encourager dans leur démarche avec autant de vigueur que si c'était la nôtre. À partir de cette année-là, le concept d'équipe est devenu central dans ma vie, et j'en ai fait des projets. Des camps de toutes sortes, des voyages, des concerts, des tournées, des compétitions sportives, des concours de musique et l'école de façon générale. Des projets réussis en équipe, des succès appréciés, consommés en équipe. À mesure que je vieillissais, la leçon de ta grand-mère se révélait autrement. Les seules personnes qui vont applaudir seront celles qui auront participé. Pourquoi seraient-elles les seules à applaudir? J'ai compris que le succès ne rend pas tout le monde heureux. Il fait aussi des jaloux. Parce que dans l'absolu, Julia, quand on réussit quelque chose, il y a quelqu'un qui réussit moins. Les jaloux sont nombreux et ils sont malheureux. Ils peuvent faire dérailler tes projets et ils peuvent aussi faire dérailler leur vie. Ta grand-mère ne souhaitait pas que la jalousie s'installe chez moi. Elle me répétait que le succès de l'un n'empêche pas le succès d'un autre. À cet effet, elle m'a demandé de regarder une entrevue à Radio-Québec. C'est le nom que portait Télé-Québec autrefois. Je n'avais pas l'habitude de syntoniser cette antenne le soir. Pour moi, Radio-Québec, c'était la chaîne sur laquelle étaient diffusées les émissions pédagogiques comme les Centaures de Centaures et les Oraliens. Des émissions qui servaient à apprendre des mots et à bien parler, et que j'avais écoutées jeune, même en classe. Mais ce soir-là, ta grand-mère insistait pour que j'écoute une entrevue avec les pianistes Arthur Rubinstein et Vladimir Horowitz, deux des plus grands pianistes de tous les temps. C'était important. Dans une semaine, j'allais participer au concours de musique du Canada. Ta grand-mère voulait m'inspirer et me préparer. Dans le documentaire, on décrivait les embûches que les deux hommes avaient connues étant enfants. Ils étaient juifs tous les deux. Ils avaient survécu à la Seconde Guerre mondiale et à ce qui me semblait la pire noirceur de l'histoire de l'homme, et ils étaient devenus de grandes stars de la musique. Je les connaissais bien parce que cette année-là, je jouais les danses roumaines de Bartók, et nous avions un enregistrement de Rubinstein de cette œuvre. Et je jouais aussi la Méphisto Valse de Liszt, qu'interprétait Horowitz à toute allure et avec brio. À un moment dans le documentaire, on pose la même question aux deux hommes. Comment réagissez-vous quand on vous dit que vous êtes le meilleur pianiste au monde? Les deux hommes ont donné la même réponse. Un excellent pianiste n'empêche pas un autre excellent pianiste. C'était clair. N'oublie jamais ça, Gorée. Un bon n'empêche pas un autre bon. Et puis, je me souviens qu'elle a ajouté, de toute façon, le but n'est pas d'être le meilleur au monde, c'est d'être aussi bon que c'est possible de l'être. Ce soir-là, Julia, ta grand-mère et moi avons façonné une prière à prononcer avant mes prestations et mes concours. Elle commençait avec un Notre Père et un Je vous salue Marie, puis venaient ces quelques lignes complémentaires. Faites que je sois aussi bon que je peux l'être. Faites que je rende hommage à ma mère, à mon père, à mes éducateurs, à mes amis et à tous ceux qui ont participé au projet Grégorien. Faites que je sois une inspiration pour les gens qui m'entendront, les parents, les grands-parents et les autres jeunes qui seront présents. Puis notre prière devait se terminer avec une version légèrement modifiée du psaume 19. Let the words of my mouth bring your praise. Let the words that I speak be seasoned with your love and grace. May the words that I choose to say bring glory, not shame, to your name each day. May the words of my mouth bring your praise. J'ai repris cette prière, Julia, avant chacune de mes apparitions sur scène ou à la télé depuis ce soir-là, être aussi bon que possible et parler et agir dignement. Voilà ce que ta grand-mère voulait de moi. C'est tout ce que je désire aussi, même comme père, parce que si ta grand-mère avait institué le projet Grégory, qui constituait à déployer mes champs d'intérêt et mes habiletés et à me procurer diverses sources de bonheur, ta mère et moi nous considérons à présent comme des acteurs principaux du projet Julia. Va pour la jalousie donc.
J'ai compris avec le temps que les gens qui n'ont pas participé au projet et ne font pas partie de l'équipe de succès n'applaudissent pas. Mais pourquoi ta grand-mère avait-elle ajouté ceux qui auront participé ou qui auront l'impression d'avoir participé? Les autres seront jaloux ou indifférents. C'est le fait de devenir une personnalité publique qui m'a permis de comprendre cette partie de son affirmation. J'ai rencontré une jeune fille pleine de talent quand j'étais tout jeune. Elle enregistrait des chansons dans un petit studio à Longueuil. Dans le même studio, tout au bout du corridor, j'enregistrais une comédie musicale, La course au bonheur, je crois. Celle-ci, croyait-on, allait obtenir un grand succès et nous étions très excités. Le gérant de la jeune fille s'est pointé pendant l'heure de lunch pour demander si quelqu'un accepterait de faire des voix pour appuyer sa jeune chanteuse. Je me suis portée volontaire et nous avons enregistré sa chanson. Ça parlait de voyage, de colombes, de paix, d'amour et d'amitié. Cette jeune fille allait connaître un succès monstre avec cette chanson et avec beaucoup d'autres qu'elle allait enregistrer par la suite. Elle allait devenir la grande vedette au pays, puis du monde. Elle s'appelle Céline et tu l'as rencontrée quand tu avais 9 mois. Je te montrerai les photos. Céline m'a permis de comprendre ce que ta grand-mère essayait de m'expliquer. Son succès, elle le doit à son talent et à sa voix. Mais elle le doit surtout à son équipe de succès. C'est sa mère qui dirigeait son équipe. Ce sont ses parents qui ont écrit sa première chanson. Puis quand sa mère a pensé qu'elle ne suffisait plus, ne voulant pas être la limite du succès de sa fille, elle est allée chercher René, son gérant. Elle l'a recruté pour faire partie de l'équipe de sa fille. René, à son tour, a réuni tous les autres. Ils ont conquis le monde de la musique pop. Ce qui est intéressant aussi, c'est que des millions de personnes aiment Céline. Des millions de personnes vont la voir en spectacle à Las Vegas ou ailleurs. Et lorsqu'elle revient à la maison au Québec, ils sont encore des centaines de milliers à aller la voir, à venir l'entendre. J'ai eu la chance de l'accompagner sur scène pendant plusieurs mois. Ce que j'ai entendu le plus souvent de la bouche de ses fans, c'est « Je la suis depuis le tout début ». Ils la suivent depuis les tout premiers débuts. Ils ont tous ses albums. Ces deux phrases sont tout simplement une autre façon de dire « Je fais partie de son équipe depuis le début et son succès. C'est un peu à cause de moi. » Voilà, je crois, ce que ta grand-mère voulait dire. Ceux qui ont l'impression d'avoir participé applaudissent parce que le succès leur appartient un peu, parce qu'ils en sont titulaires en partie. Dans le cadre de cette Céline, c'est vrai que les autres, ceux qui n'ont pas participé, ceux qui n'étaient pas là au début, peuvent se montrer indifférents, même jaloux. Je suis de ceux qui ont participé, Julia. Chaque fois que je l'entends, que je la vois, je me dis que j'étais là au départ, que j'ai été son compagnon de route, que j'ai mis mon talent au service du sien, que son succès est aussi de façon infinitésimale le mien. Pour toutes ces raisons, la leçon de ta grand-mère est cohérente. J'ai autre chose à te dire à ce sujet, Julia. J'ai compris avec le temps que l'équipe de succès est importante, voire cruciale, pour une autre raison. Chacun a besoin d'être apprécié, d'opposer son succès au tiers. Il y a des termes compliqués avec des racines étymologiques grecques pour parler de tout ça. Eros, l'amour qui prend. Philia, l'amour qui partage. Agapé, l'amour qui donne. L'important, Julia, c'est que notre succès n'a pas la même valeur quand on ne peut pas la montrer, la partager. Une partie de la valeur que nous lui donnons passe par le regard des autres. C'est indéniable. C'est incontournable. Rousseau, Spinoza, tous les philosophes en ont parlé. Nous nous voyons en partie dans le regard des autres. L'équipe de succès est aussi là pour ça, pour servir de miroir. Au cours de la dernière année du siècle et du millénaire précédent, l'an 2000, le réalisateur Robert Zemeckis a offert au monde une petite perle qui s'appelle en anglais « Cast Away », seul au monde en français. Il s'agit de l'histoire d'un homme travaillant pour un service de courrier recommandé, FedEx, qui monte à bord d'un avion cargo qui s'abîme en plein océan Pacifique. Seul survivant, il se retrouve isolé sur l'une des îles Cook. Il passe des années sur l'île. Il est décidé à survivre. Il apprend à se débrouiller. Il apprend à connaître son environnement et à l'utiliser. Mais toujours, il cherche à partir, à retrouver sa famille. Il pense d'abord que s'il arrive à allumer un grand feu, les gens à bord des avions survolant son île l'apercevraient peut-être et il serait sauvé.
mais il ne sait pas faire de feu. Et il n'a ni allumette ni outil. Il s'y efforce malgré tout, armé de roches, de brindilles et de débrouillardises. Il parvient enfin, et au moment où son brasier s'allume, il regarde vers le ciel et crie « I have made fire ». J'ai fait un feu. Même seul sur son île, il ressent le besoin, ayant accompli l'impossible, ayant réussi quelque chose de grand, de le montrer à quelqu'un, de le dire à quelqu'un, de le partager. Un jour, nous parlerons de Dieu, toi et moi. Tu te demanderas s'il existe vraiment. S'il existe, tu te demanderas à quoi il ressemble et comment il intervient dans nos vies. S'il n'existe pas, tu te demanderas alors pourquoi nous l'avons inventé. S'il n'existe pas, Julia, et que nous l'avons inventé, c'est peut-être pour ces moments-là, quand nous sommes seuls au monde. Nous en vivions tous ces moments. Nous en vivons tous de ces moments. Qu'on le veuille ou non, on se sent seul un jour ou l'autre, seul avec sa peine, seul avec son deuil, seul avec son regret, seul devant la mort, ou plus encore, devant celle de quelqu'un qu'on a aimé et qu'on aimera toujours. Si Dieu est notre invention, c'est peut-être pour cela qu'il a été inventé. Parce qu'il serait trop cruel, trop absurde que l'on soit seul dans un univers aussi immense. Julia, ta mère et moi faisons partie de ton équipe de succès. Nous te servirons au meilleur de nos capacités et nous serons là à chaque carrefour, devant chaque obstacle, au pied de chaque montagne. Nous te dirons à l'oreille que nous t'aimons. Nous te répéterons à chaque pas que tu peux aller plus loin, que tu peux aller aussi loin qu'il est possible d'aller. Et nous te relèverons quand tu tomberas. Ultimement, nous t'applaudirons quand tu seras parvenu au sommet, quand tu auras accompli ce que tu rêvais d'accomplir. Nous nous réjouirons de tes succès et de ton bonheur. Et pour ma part, à chacun de tes succès, je repenserai à ta grand-mère et lui dirai tout bas, « Tout ça, maman, c'est beaucoup à cause de toi. » Tassé. Ta grand-mère aurait voulu que tu écoutes Les copains d'abord de Georges Brassens. Elle aurait voulu que tu écoutes La bohème de Charles Aznavour. Elle t'aurait fait jouer du Fugain, parce que dans toute cette musique, il y a une équipe, un peloton. Ultimement, elle t'aurait proposé le Libera Mi du Requiem de Fauré. Elle t'aurait fait remarquer que la mélodie, initialement chantée par un baryton, est reprise par tout le chœur à la fin du morceau et que c'est cela qui donne de la force à la réclamation qui est présentée au Père, qu'il existe ou pas, libère mon âme. Puis elle t'aurait fait découvrir les multiples versions de You'll Never Walk Alone, tirées de la comédie musicale Carousel, Elvis, Billy Eckstine, Judy Garland, Mahalia Jackson, Barbara Streisand, Shirley Bassey, Mario Lanza et même Glenn Campbell l'ont reprise. Et moi, je te ferai écouter la version d'Alicia Keys. Donc, la suite la semaine prochaine.